Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Coralie. Salut Coralie. Allô? Hey, merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de te recevoir. Ben merci, moi aussi je suis contente. Fait que j'aimerais ça commencer ça avec une petite présentation brève un peu de qui tu es. Tu vis dans quel coin? Puis c'est quoi tes projets actuellement? Oui, j'étais étudiante à l'université. Là, je viens de terminer mon bac en psychologie. En fait, mon but dans la vie, c'est d'être psychologue clinicienne, mais j'aimerais aussi faire de la recherche dans le thème de la protection de la jeunesse puis de la justice pénale pour adolescents. Puis je viens de Drummondville, mais j'ai baigné un peu le centre du Québec. En ce moment, je suis en Mauricie et Trois-Rivières. Là, je fais mes études ici. Sinon, je suis une grande sportive. Tu pratiques quel sport? Actuellement, je m'entraîne à la musculation, mais à la base, j'ai joué au rugby, au football, au soccer, ou j'ai fait de la danse, joué au Ultimate Frisbee, j'ai joué au basket, j'ai fait pas mal un peu de tout. Ouais. OK, nice. Moi aussi, j'en fais de la musculation, puis je trouve que maintenant, côté niveau santé mentale, je serais pas capable de m'en passer. Je serais pas capable d'entrevoir la vie sans m'entraîner, sans lever des poids. C'est Mhm. bizarre, hein? Est-ce que ça te fait ça toi aussi? Ben, moi, en fait, j'ai découvert comme la musculation, moi, avant, mettons, au secondaire, c'était, j'avais une demi-heure avant ma pratique de football ou de basket, fait que j'allais m'entraîner à muscu une demi-heure à l'école. Après ça, parce que moi, j'ai dû arrêter les sports, parce que j'ai fait des commotions cérébrales. Puis moi, je faisais des sports de, tu sais, haut contact, là, fait que des contacts physiques assez élevés. Puis j'ai commencé à aimer à m'entraîner quand je me suis mis à avoir un plan d'entraînement qui était vraiment axé sur, tu sais, la force puis la puissance, mettons. Mais tu sais, je vois la différence entre comment je me sens quand que je m'entraîne, la satisfaction puis le sentiment de bien-être que j'avais quand que je joue au rugby, au football, au basket. Tu sais, je réussis quand même à aller le chercher en m'entraînant de cette façon-là, mais ça m'a pris plusieurs années avant de trouver quelque chose qui m'accrochait pour vrai parce que sinon, on dirait que la motivation était pas là. Tu sais, je trouvais pas le niveau d'adrénaline que j'avais besoin, puis je trouvais pas tu sais, le niveau de difficulté que ça prenait, il était pas assez grand, on dirait, pour que j'accroche puis que j'aime ça. Fait que tu sais, ça vient chercher aussi cet aspect de bien-être-là, de me sentir que je me dépasse, là. OK. Moi, c'est vraiment quand je finis mon entraînement, je tombe vraiment d'une zone un peu légume, là, où est-ce que je suis brûlée, là, puis je suis juste bien. Tu sais, mais Ouais. vraiment, vraiment brûlée, là, où ce que tu fais comme là, je m'évache, là, puis je fais plus rien, puis pas d'angoisse, pas de. Tu sais, juste. Mais c'est niaiseux, mais ça me fait penser au shot de morphine quand j'étais petite, parce que quand j'ai été hospitalisée, puis je recevais de la morphine, tu sais, puis ça faisait le même genre de feeling. Fait que ça doit être l'endorphine, hein, quelque part, là, qui doit faire Ouais. ça. Ouais, bon, c'est toutes les hormones qui sont sécrétées, là. Il y a l'hormone, tu sais, les hormones du plaisir, les endorphines, ces choses-là, mais moi, mettons, c'est drôle parce que j'ai ce sentiment-là 30 minutes avant de finir mon entraînement. Il faut que je le finisse. Mais après ça, ça me donne comme, tu sais, j'ai trouvé le meilleur moment de la journée pour pas avoir un down d'énergie après. Fait que, en tout cas, c'est ça, j'ai tout stabilisé ça dans mon horaire, là, pour qu'après ça, j'avais comme de l'énergie, mais que, tu sais, on dirait que les endorphines qui sont sécrétées font encore effet pour que, mettons, quand je me couche, genre, je m'endors bien puis je dors bien, genre. Mais non, moi, c'est au moment, en tout cas, j'ai un dernier set à faire à la fin, puis c'est vraiment dur. Puis des fois, je trouve pas le. Genre, ça me prend une couple de fois avant de me dire, OK, un, deux, trois, go. Mettons, je passe le go une couple de fois sans me lever parce que je suis rendue au fond, là. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le comme, tu sais, pousser ton corps au bout, là. Ça fait du bien, là. Après ça, de sentir que t'es juste déposé, là. C'est ça. Puis, juste curieuse, tu sais, quel horaire, à quelle heure que tu t'entraînes pour avoir ce regain d'énergie après coup? Moi, le best pour m'entraîner, c'est autour de 3 heures l'après-midi. Parce OK. que j'ai dîné, mais j'ai eu le temps de digérer. Après ça, je soupe. Fait que ça me donne de l'énergie pour toute ma soirée, puis rendu le soir, je me couche, puis je dors bien. On dirait que, mettons, 4 heures aussi, ça fait, là. C'est juste que je soupe un petit peu plus tard, mais quand je vais m'entraîner en soirée, on dirait que là, mon regain, il est comme, tu sais, je suis comme, ben, faut jamais me coucher pas trop longtemps après, fait que j'ai de la misère à gérer ça. Puis quand c'est trop le matin, moi, je suis pas très matinale, là, mais j'ai de la misère, on dirait, à
à K-pop pour le reste de ma journée. Quand, mettons, j'ai des cours, là, on dirait que j'ai de la difficulté à en revenir que je me suis brûlée à ce point-là. Là. Ouais, je comprends. Tu sais, moi aussi, je suis vraiment, vraiment pas matinale. Puis, tu sais, j'ai connu du monde, ben juste mon conjoint, lui, il s'entraîne bien, bien, bien de bonne heure le matin. Là, puis, je comprends pas. Mais lui, c'est son horloge qui est faite de même. Donc, c'est ça Ouais, c'est qui ça. convient le mieux pour lui, hein? C'est du cas par Ouais, cas. exact. Puis toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Mais c'est drôle parce ça fait même pas un an que je le sais, mais j'ai été placée quand j'avais 1 ou 2 mois dans ces eaux-là, en famille d'accueil pour quelques mois, puis j'ai été retournée chez ma mère. Puis moi, où je me rappelle, ben je me rappelle. Je sais que j'étais en famille d'accueil, fait que je me rappelle que j'étais avec la DPJ, là, j'ai fait le lien comme après, mais c'est autour de 7 ans. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il est arrivé comme un événement majeur où il y a des gens qui sont rentrés comme dans mon sous-sol. On restait dans un appartement assez grand, mais on avait un grand sous-sol qui faisait toute la grandeur de l'appartement, puis vraiment plus loin, il y avait une porte qui menait à l'extérieur. Puis mettons que ma mère puis son chum, qui est le père à ma sœur, avaient pas des super bonnes fréquentations. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui était rentré dans mon sous-sol. Fait que c'est à partir de ce moment-là, ça a comme été l'élément déclencheur où que je me suis comme rendu compte que ça allait pas si bien que ça, puis qu'après ça, j'ai vu les choses découler avec la DPJ, là. C'est que, justement, il y a des gens qui sont rentrés, c'est moi qui ai appelé les urgences. Tu sais, je pense que j'avais 6 ans, en fait, à ce moment-là. J'avais 6 ans, ma mère était enceinte, puis c'est à partir du moment qu'elle a accouché, elle s'est comme séparée du père qui était violent, qu'on est allé on a changé de ville pour aller dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales, puis leurs enfants. J'ai été placée pas longtemps après qu'on ait réussi à avoir notre premier appartement, parce que le père était revenu dans la vie de ma mère, même dans l'autre ville. Puis là, on a été placés. J'ai vu des ordonnances aussi récemment. Là. Ma soeur, elle a fait sortir son dossier, fait qu'il y a certaines choses qui me concernaient aussi. C'est ça. J'ai été placée à ce moment-là pour quelques mois, mais je pense que ça a peut-être duré à peu près 1 an, si je me souviens bien, là. Mais ce qui était complexe, nous, c'était que moi, j'avais 7 ans de différence avec ma petite sœur. Fait que, tu sais, ils voulaient nous garder ensemble, mais quand il y a un aussi... Mais c'est maintenant que je le sais, là, à ce moment-là, je le savais pas, mais quand il y a un aussi grand écart d'âge, souvent, ils vont séparer les fratries parce que les besoins sont vraiment différents. Mais nous, on a été chanceuses parce que c'est le juge qui a ordonné que quand ils nous ont séparés de famille d'accueil, qu'ils nous ramènent ensemble. Fait que moi, ils m'ont retransféré en même famille d'accueil que ma sœur l'avait été transférée parce que ça... Puis je me rappelle là, de la famille d'accueil où ça fonctionnait pas, mais tu sais, ça ne fonctionnait pas un bébé. Là, tu sais, c'était des adolescents là, qui avaient là, mettons. Tu sais, même moi, j'étais jeune. Là. Tu sais, ma soeur avait été transférée, puis le juge avait ordonné qu'on soit réunis dans la même famille d'accueil. On est retourné chez ma mère une fois que ça s'était stabilisé un peu sa situation. Puis j'ai été replacée vers 15 ans, je pense, peut-être 14 ans, là. J'étais au secondaire, en tout cas. Ça a été flou. Là. J'étais allée comme une semaine ou deux en famille d'accueil, je suis retournée chez ma mère. Mais je me rappelle pas avoir parlé à une intervenante. Je me rappelle, tu sais, j'avais quand même 14-15 ans, là, je m'en rappellerais d'avoir parlé à une intervenante. Fait que, tu sais, c'est cette partie-là qui est un peu floue, là. Fait que de ce que je comprends, tu as été placée 3 fois. Une en très, très, très bas âge, une Ouais, au milieu, puis une en adolescence qui n'a pas duré très longtemps. ouais, ouais. En tout cas, des morceaux de casse-tête que j'ai eus, puis de mes souvenirs, c'est ça. Puis dans ton deuxième milieu, comment ça s'est passé? C'était bien. Ben, à ce placement-là, j'en ai comme fait 2 familles d'accueil. La première famille d'accueil, on était comme dans un village comme à côté de la ville où on demeurait, là, mais tu sais, village, c'est à 10 minutes, là. C'était vraiment pas long, là. La ville était petite, puis le village était petit, là. Fait que, tu sais, de se rendre au centre d'un de l'autre, c'était vraiment pas loin. C'était bien, là, c'était en campagne, il y avait un grand terrain. Ce qui était plus complexe, c'était des personnes âgées qui avaient la famille d'accueil. Fait que, tu sais, même si la maison était grande, qu'on avait de la place, tu sais, de s'occuper d'un bébé d'1 an, c'était pas merveilleux. Mais, tu sais, moi, je me rappelle que mes routines se passaient bien. J'allais à l'école, c'était un transporteur qui allait me porter. Puis j'avais mon petit journal intime, là. Genre, je sais que je l'ai retrouvé. Tu sais, je me rappelle de rien de négatif, à part que je sais que ma soeur, elle avait été déplacée. C'est la seule partie qui était négative, mais c'était pas nécessairement la famille d'accueil qui était inadéquate. C'était juste qu'elle était pas adaptée pour s'occuper d'un bébé
pas naissant, là, mais tu sais, un bébé très jeune. Là. Ouais, je Puis, comprends. C'est ouais. sûr que personne âgée, il doit avoir moins Mhm. d'énergie, moins de patience, moins de. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'était dans les dernières années tu sais, qui étaient famille d'accueil, là, tu sais, eux. Je pense que l'autre personne qui était placée, il avait 17 ans. Puis, tu sais, le but, c'était pas mal d'arrêter quand que. Tu sais, j'avais cru comprendre ça, là, il avait pas pris d'autres jeunes. Nous, je pense qu'il nous avait pris parce qu'on était tu sais, c'était comme une mesure d'urgence, puis c'était à court terme, c'était pas un placement à long terme, là, dans notre cas. Mais je me rappelle que j'avais entendu à un moment donné la personne de famille d'accueil parler avec l'intervenante. Puis j'avais comme entendu qu'il voulait envoyer ma soeur, je pense, à Sorel ou genre, tu sais, vraiment loin, là. Ça commençait à être loin, Sorel, là, dans notre coin où qu'on était. Puis là, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai paniqué, mettons, mais je l'avais pas dit. Mais c'est ça. C'est comme les parties plus négatives, mais c'est ça. C'est comme je dis, c'est pas la famille d'accueil ou c'est plus comme la gestion protection de la jeunesse qui était comme pas tout à fait adéquate dans ce Adapté, contexte. ouais. Ouais, c'est ça. C'est après ça que là, ils t'ont placé avec ta sœur. Ils t'ont Ouais, réunifié avec elle c'est ça. Je sais dans pas la famille ouais. d'accueil où elle était déjà. Ouais, ben dans le fond, on était les deux avec dans le village avec les personnes plus âgées. Ils Mhm. l'ont transféré, mais finalement, ils l'ont transféré dans la ville où on demeurait à la base. Ils ont réussi à y trouver une place dans cette ville-là. Puis là, j'imagine qu'on est repassé devant le juge après, tu sais, il devait avoir donné X temps à ma mère, tu sais, c'est probablement le 30 jours ou quelque chose comme ça. Puis ils nous ont reprolongé, mais il a ordonné qu'on soit dans la même famille d'accueil. Fait qu'ils m'ont retransféré avec elle. Puis vu que c'était dans la même ville, tu sais, c'était quand même aussi plus pratique. J'avais pas besoin d'un transporteur puis ces choses-là. Et à ce moment Mais que vous aviez ouais. quand même des contacts avec ta mère, est-ce que vous la voyez en visite supervisée, des choses comme ça? Mais je pense qu'on allait dormir chez elle la fin de semaine. En tout cas, c'est ça que j'ai vu dans l'ordonnance, puis ça fait du sens avec ce que je me rappelle. Tu sais, je me rappelle avoir dormi chez ma mère dans ce moment-là, là, tu sais, dans l'appartement au début aussi. Puis, tu sais, je me rappelle maintenue debout dans l'appartement, puis il y avait le père de ma soeur, ma mère, puis tu sais, ma soeur était là, tu sais, fait que les souvenirs font du sens avec ce que j'ai comme appris par la suite. Puis ça s'est passé comment, le retour dans ta famille biologique? Honnêtement, mettons, c'est écrit là, dans l'ordonnance, j'étais un enfant inhibé. Là, fait que ça me surprend même pas que c'était écrit ça. Là, tu sais, c'est écrit ça dans un rapport que j'ai lu aussi. Tu sais, moi, je suis retournée chez ma mère, j'étais allée à l'école, puis je faisais mes affaires. Tu sais, je faisais pas de vagues. Là, j'avais pas de. Tu sais, tu me mettais en famille d'accueil ou tu me mettais chez ma mère, je vivais avec. Tu sais. Puis c'était écrit ça aussi dans l'ordonnance là, que on s'adaptait. C'était inquiétant à quel point on s'adaptait aux changements qui étaient faits dans notre vie, mettons. Puis le juge, il avait dit que c'était tellement inquiétant qu'il y avait de la difficulté à évaluer à quel point ça allait avoir un impact d'être déplacé, justement, là, d'avoir été placé en famille d'accueil ou de revenir chez notre mère. Là. Fait qu'il voulait pas un placement trop long non plus à cause de ça. Fait que, tu sais, le retour chez ma mère, je, je sais pas comment que ça s'est passé, ben honnêtement. Là. Tu sais, j'étais concentrée beaucoup à l'école parce que j'avais manqué 1 à 2 mois d'école en première année où on apprend à écrire. Fait que j'étais concentrée là-dessus, mais tu sais, j'ai toujours été bonne à l'école, fait que ça m'a jamais, tu sais, ça m'a jamais nui, là. J'ai appris à écrire, puis j'étais correcte, là. Elle m'avait donné des petits cahiers en devoir, puis je m'étais remis à jour. Avais-tu l'impression que, c'est justement, tu sais, contrairement, mettons, moi qui est comme un peu décroché de l'école pendant mon placement, c'est le fait de te garder occupé, ça a permis de garder un certain beat, un certain train de vie, puis que peut-être ça a favorisé ton adaptation quand tu es retourné dans ta famille, mais aussi quand tu as été placé. Mais peut-être, mais je pense que je me suis souvent posé la question, justement, tu sais, parce que je compare souvent, mettons, moi puis ma sœur, parce qu'on est vraiment différentes là, au niveau des impacts que ça a eu, puis tu sais, de notre façon de réagir par rapport à ça, puis de nous adapter. Mais j'ai l'impression que l'école, je savais que c'était facile. Fait que, tu sais, je me rappelle, ma mère me l'a déjà dit, en maternelle, je m'assisais à mon bureau, j'avais demandé un pupitre comme cadeau de fête parce que je voulais faire mes devoirs, puis il y avait personne qui m'aidait à les faire. Là. Je m'assisais puis je les faisais.
On dirait que c'était devenu comme, même pour ma grand-mère, c'est très important à l'école, là, comme son conjoint aussi, qui est comme mon grand-père. Fait que j'ai l'impression que ça a comme toujours plané dans mon esprit, puis ça a toujours été important. Puis c'était facile, j'étais bonne. Fait qu'on dirait que j'ai jamais eu besoin de. C'était pas difficile de m'investir là-dedans parce que je réussissais tout le temps. Fait que j'ai l'impression que c'est devenu comme un moyen comme de m'adapter, justement, peut-être. Puis j'avais posé la question à une prof dans un cours, justement, à l'université, parce qu'elle parlait de surinvestissement au niveau scolaire. Puis là, je me posais la question, parce que je me disais, j'ai-tu surinvesti l'école pour compenser? Mais de la manière que je l'ai compris, c'est que je l'aurais pas surinvesti parce que, tu sais, je décompensais pas d'autres choses là-dedans. C'est juste que ça allait bien, fait que quand j'étais concentrée là-dedans, c'était positif. Fait que c'était pas dysfonctionnel, ton Non, c'est moyen ça. d'adaptation. Ouais, c'était positif. Puis tu sais, mais je fais de l'anxiété de performance et ça a été négatif sur certains niveaux, mais c'est quand même fonctionnel, là. Tu sais, je suis quand même fonctionnelle, mettons, par rapport à ça, là. Ça n'a jamais été problématique. Mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes très ambitieuses à l'école ont, là. L'anxiété de performance, ça a l'air d'être assez commun. Moi, Ouais. personnellement, je ne l'ai pas tant que ça, mais j'ai connu des gens qui étaient tu sais, des tops là, dans les classes là, qui avaient énormément d'anxiété de performance, puis pourtant qui étaient très bons. Tu sais. Donc, Mhm. C'est un peu le système aussi, de la manière qui fonctionne. Tu sais, où il y a plusieurs programmes qui sont contingentés, où on va niveler aussi certaines notes pour avoir des courbes normales. Il y a plein de choses qui fait que moi, en tout cas, j'ai trouvé mon expérience à l'université plutôt violente à ce niveau-là, où c'est là que j'ai senti de l'anxiété à l'école, tu sais, alors qu'avant, j'en ressentais peut-être pas autant. Euh, Mhm. Fait que, tu sais, je pense que c'est différent pour chaque personne aussi, comment qu'on le vit, là, mais clairement, les attentes puis le système de la façon qu'il fonctionne présentement, c'est source de beaucoup d'anxiété chez plusieurs personnes, je Ouais. pense. Ouais, ben c'est sûr que oui, là. Puis tu sais, on dirait que quand j'étais plus jeune, je l'ai moins compris comme ça, tu sais, parce que j'étais bonne à l'école, fait que ça allait bien. Mais tu sais, t'as un petit collant quand t'as 100%. Puis tu sais, c'est tout le temps de renforcer le fait d'être bonne. Puis j'ai l'impression aussi que vu que je pense pas que j'étais valorisée dans grand-chose d'autre dans ma vie, fait que le fait d'être bonne à l'école, ben, tu sais, j'investissais beaucoup parce que c'était facile. De toute façon, j'avais pas besoin de mettre toute l'énergie du monde, là. Tu sais, c'était écrit dans mes rapports que je manquais souvent à l'école, mais j'avais des bonnes notes, puis que j'étais intéressée quand j'étais là. Fait que, tu sais, ça devenait pas problématique nécessairement, là, tu sais. C'était pas mon absentéisme scolaire qui avait fait que j'avais été placée, mettons, là, tu sais, parce que je réussissais bien. C'est au fur et à mesure que j'ai grandi. Je pense que c'est plus rendu comme au secondaire, là, tu sais, quand faut que tu choisisses tes concentrations, que. Tu sais, moi, je me suis toujours tenue avec du monde qui avait quand même des bonnes notes aussi. Fait que, tu sais, c'est un peu l'espèce de compétition tout le temps de, tu sais, toi, t'as eu telle note, moi, j'ai eu telle note, ou genre, si j'ai voulu rentrer dans un programme au cégep, mais tu sais, j'avais besoin d'une note pour mon programme pré-universitaire, là. C'était même pas une technique qui me donnait accès à un diplôme pour travailler après, là. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai toujours eu les grosses ambitions, là, aller en médecine, faire un doctorat, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que je me suis alimentée là-dedans. J'avais la pression familiale aussi de mes grands-parents, là, mais ouais. C'est un mélange de tout, je pense. Un beau gros mélange. ils ont occupé une place importante pour toi, tes grands-parents, au niveau du soin, de prendre soin de toi quand tu étais plus jeune? Ben, c'est un peu compliqué, là, parce que, mettons, comme j'ai dit, j'étais quand même un enfant inhibé, là, tu sais, je nommais pas vraiment, tu sais, ce qui se passait, puis tu sais, tu fais pas dire que j'étais en détresse, là, moi, peut-être d'être un psychologue qui travaille avec les enfants, puis qui a compris que un enfant inhibé comme ça, des fois, c'est pas, ben, en fait, c'est pas positif, là. Mais je voyais ma famille comme élargie, peut-être, tu sais, 2, 3 fois par année aux fêtes spéciales, là, mettons, à la fête de mon arrière-grand-mère, puis, tu sais, c'était des réunions familiales ponctuelles. Mais la relation de ma mère avec ses parents était pas positive non plus nécessairement. Fait que c'était compliqué, on dirait, tu sais. Puis ma mère utilisait ces relations-là avec mon grand-père puis ma grand-mère pour comme, tu sais, comment je vais leur dire que t'étais pas fine ou genre je vais leur dire que c'est toi qui est pas correct. Mettons, fait qu'on dirait que
J'ai toujours eu une relation pas conflictuelle, mais j'ai jamais osé comme être vraiment proche ou me confier ou aller chercher de l'aide. Déjà que j'allais pas vraiment chercher de l'aide, mais tu sais, je me suis jamais sentie comme accueillie de on va t'écouter. Pas parce que eux l'étaient pas, mais parce que l'image que j'avais d'eux, c'était pas qu'ils étaient de mon côté, tu sais. Fait que ma grand-mère, par contre, a toujours été là, tu sais, comme un soutien financier un peu, tu sais, de s'assurer qu'on manque de rien, tu sais, elle nous achetait des vêtements, on a fait des activités quand même, tu sais, elle nous sortait, tu sais, je suis quand même allée à Ottawa, à New York, tu sais, des choses le fun à vivre là, quand t'es un enfant, un adolescent, tu sais, c'était positif quand même, mais tu sais, mais je pense que j'aurais préféré qu'elle soit là autrement que de me payer un voyage, mettons, tu sais, c'est plus cette partie-là, mettons, là. Puis est-ce qu'ils ont déjà pensé à être famille d'accueil de proximité? Ça n'a jamais été abordé ou de la famille élargie? Ouais. Ben, Parce que, tu sais, comme moi, je sais que j'ai été placée avant la réforme où on n'obligeait pas. En 2006, on a commencé à obliger à regarder dans la famille élargie. Toi, dans ton cas, ça n'a pas été... je pense que j'ai été placée en 2005, mettons là, quand j'étais avec ma sœur. Fait que c'était pas encore obligatoire, mais de ce que j'ai compris, en fait, mon grand-père, c'était sûr que c'était pas une option parce qu'il s'occupait déjà de sa mère. C'était un proche aidant pour sa mère. Tu sais, mon arrière-grand-mère est décédée il y a, tu sais, pas si longtemps que ça. Elle avait 101 ans, là. Fait que, tu sais, il s'est toujours occupé d'elle. Du plus loin que je me rappelle, c'est son proche aidant, mettons. Fait que, tu sais, mon grand-père n'aurait pas eu la possibilité de prendre une de nous deux, surtout pas à l'âge qu'on avait. Puis, tu sais, rendue adolescente, ça me tentait-tu pas de changer de ville, changer d'amis, puis de, tu sais, je préférais être chez ma mère, honnêtement, que de changer de place, là. Fait que ça a été ça. Pour ma grand-mère, c'était plus facile pour elle de donner de l'argent que de s'investir de ce côté-là. C'est pas nécessairement pour donner une critique ou pour tu sais, faire sentir qu'elle était sans cœur ou quelque chose comme ça, mais tu sais, je pense qu'il y a des choses qu'elle a pas réussi avec ma mère, puis je pense pas qu'elle aurait peut-être plus réussi avec moi ou ma sœur. Fait que je pense pas que ça aurait été une meilleure chose que je m'en aille chez ma grand-mère, par exemple. Tu sais, puis elle aussi était dans le même coin que mon grand-père, c'était plus loin, puis tu sais, juste la relation entre ma mère et ma grand-mère, c'était conflictuel. Ça aurait été compliqué d'avoir un placement chez ma grand-mère. Puis, tu sais, moi, personnellement, en ce moment, là, v'là même pas 2 jours, là, je suis en train de me rendre compte que mes parents et mes grands-parents ont tous un style d'attachement évitant. Puis, ça m'a tellement shaké, là, hier, là, de me rendre compte de tout ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas peur de l'intimité. Je suis plus anxieuse, tu sais, j'ai de la misère à former des liens. Je suis souvent sur mes gardes, mais tu sais, je veux de l'intimité. Puis me rendre compte qu'avec eux autres, ce serait probablement pas possible. Ça m'a un peu shaké, tu sais. Je sais pas si toi, tu as vu ces patterns-là, tu sais, comme tu étudies en psychologie, fait que j'imagine que les styles d'attachement, tu les connais très bien. Est-ce que tu as été capable de voir des patterns chez tes parents ou tes grands-parents qui ont pu t'orienter à comment agir avec eux? Ben, honnêtement, d'observer, mettons, mes grands-parents ou ma mère, ça a été plus, tu sais, une fois que j'étais sortie complètement. Fait que ça veut dire, tu sais, mettons, puis ça m'a pris un moment là, avant de me sortir complètement de ma relation avec ma mère, mettons, là. Tu sais, d'être capable d'avoir une frontière, puis que ça, c'est ma limite, puis c'est tout, puis je suis capable de la gérer. Fait que, tu sais, ça doit faire peut-être 5 ans à peu près là, que je suis capable de, tu sais, d'observer puis d'avoir un œil plus neutre, mettons, là, de me dire c'est objectif ou presque, là. Ça reste quand même que c'est ma mère, là, c'est mes grands-parents, fait que c'est quand même subjectif, mais plus neutre un peu de la situation puis d'observer un peu les comportements, d'être capable de nommer les choses, tu sais, sans être trop dans l'émotion, là. Mais quand que j'étais plus jeune, c'est là que je voulais en venir, c'est que mes modèles, c'était plus, mettons, les familles de mes amis. Ma façon d'entrer en relation, c'était pas la façon de ma mère, c'était pas la façon de mes grands-parents, c'était pas la façon, mettons, de la famille d'accueil où j'ai été placée que moi, c'était mes amis parce que, mettons, ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie depuis que j'ai 12 ans, tu sais, fait que, tu sais, c'est des amis que j'ai depuis toujours, fait que les modèles que j'avais, c'était plus leurs parents, fait que, tu sais, ça l'a comme, c'est plus ça
pendant que j'ai grandi, j'ai jamais eu ces réflexions-là non plus parce que je me suis jamais dit, ah, il me manque quelque chose parce que je le trouvais ailleurs. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de voir des choses chez ma mère que, tu sais, je l'ai déjà dit à ma grand-mère, tu sais, que, tu sais, je le sais d'où ça vient. J'étudie là-dedans, j'en fais de la recherche là-dessus sur les comportements parentaux, puis, tu sais, les jeunes qui sont placés en protection, puis, tu sais, je suis capable de dire à ma grand-mère, ce comportement-là que t'as, probablement que ça a eu des gros impacts sur le comportement que ma mère, elle a adopté après, tu sais. Fait que, tu sais, ça, je sais que des fois, c'est dur de se le faire dire. C'est pour ça que je dis que ça m'a pris du temps à être capable de le nommer sans que ça soit trop, tu sais, dans l'émotion. Tu sais, des fois, c'est une frustration de se dire, tu sais, si toi, t'avais fait ça comme faux, peut-être que moi, j'irais mieux, tu sais, mais dans les faits, on peut pas nécessairement se dire ça parce qu'elle savait pas que j'allais naître à ce moment-là, tu sais, je veux dire, il y avait pas d'impact direct. Mais, ouais, je suis capable de faire des liens, mettons, directement, là, aujourd'hui. Mais tu sais, c'est la transmission intergénérationnelle, là, c'est vraiment puissant. C'est juste le fameux style anxieux évitant. Ben, c'est quelque chose qui se transmet de parent à enfant parce qu'en ayant un parent qui a ce style d'attachement-là, ben, il a tendance à dire à l'enfant sois fort, débrouille-toi, puis ferme-toi. Ouais. Fait que c'est exactement comme ça que ma grand-mère a probablement agi avec ma mère. Puis là, ma mère, elle l'est devenue inconsciemment. Puis, sauf que il y a juste moi, ça donne que j'ai un peu pété la chaîne, là. Mais c'était quand même assez commun, je crois, dans le temps de nos grands-parents, les Ouais. enfants, vous êtes inférieurs, vous débrouillez, puis vous fermez la boîte. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu besoin de services au niveau psychologique ou physique pendant que tu étais placé? J'imagine que non. Non. Mais tu sais, moi, j'ai quand même eu, tu sais, j'ai un médecin de famille depuis toujours, c'est le même. Tu sais, j'ai quand même eu ça qui était positif. Tu sais, quand j'avais besoin d'un suivi médical, ma mère, elle m'amenait. En 5e année, je me suis ostinée pendant 2 heures dans le bureau d'un médecin à l'urgence parce que j'avais une bosse au genou, puis il me disait que j'en avais pas. Finalement, je me suis fait opérer 5 ans plus tard parce que j'en avais une, puis elle grossissait, là, tu sais. Mais mettons, tu sais, mettons, elle m'amenait à mes soins. Tu sais, mes soins, c'est surtout ma mère qui me les a donnés. Puis honnêtement, le moment le plus problématique de ma mère, ça a été quand moi, j'étais plus chez elle. Tu sais, quand moi, j'étais rendue un adulte puis que j'avais quitté. C'est là que c'est devenu vraiment problématique parce que, c'est comme, mettons, à part ma bosse au genou, tu sais, à un moment donné, je m'étais cassé le doigt. Ah, ben, il y a ça qui est un peu, tu sais, quand je le raconte, je me dis, ouais, c'était pas fort. Tu sais, je me suis cassé le doigt au primaire en jouant genre sur l'heure du dîner. Puis, mais tu sais, cassé, genre cassé, là. Là, en tout cas, on verra pas pendant le podcast, là, mais la jointure et tout était décroché, là. Mais tu sais, sur le coup, j'avais cru voir que ça avait été déplacé, mais ça a tellement enflé vite, c'est devenu noir mauve que tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, je me suis fait mal au doigt. La surveillante, elle m'avait dit, mets de la glace, tu sais, ça doit être une foulure, mais elle l'a pas vu, mon doigt déplacé, tu sais. Fait que, puis tu sais, t'as un doigt, là. Souvent, tu te foules un doigt ou tu te fais quelque chose, ils peuvent pas faire grand-chose, malheureusement, à part l'immobiliser. Fait que, tu sais, c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle m'avait mis comme un tape les deux ensemble, puis j'avais mis de la glace. Mais là, c'était le congé de Pâques. Fait que j'ai pas eu d'école pendant 4 jours. Puis là, je suis revenue le mardi matin, la main noire, le doigt, tout ici, là. Puis là, mon prof qui avait su que je m'étais blessée, mais vu que ça venait d'arriver, tu sais, on sait jamais trop. Là, il me dit, tu vas aller à l'hôpital, sinon je vais t'amener. Mettons, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, ben, ces radios, c'était bord en bord défaites. Les ligaments avaient déchiré aussi, là, ça avait recommencé à se refaire tout croche, là. Fait qu'ils ont même pas pu me replacer le doigt, parce que peut-être ils peuvent comme te le tirer puis le replacer, mais ils pouvaient pas parce que ça avait commencé à guérir. Fait que c'est ça. Il fallait qu'ils m'opèrent. Mais ça, c'était un peu négligent, mettons. Mais en même temps, moi, je disais à ma mère, ben non, elle m'a dit que c'était foulé. Ma mère, elle avait joué au basket, elle s'était déjà foulé des doigts, ça l'avait déjà été mauve. Tu sais, moi aussi, là, j'ai déjà joué au basket avec une fracture sur la cheville parce que j'ai décidé que je jouais pareil. Fait que, tu sais, c'est négligent, mais quand je le réfléchis, je pense pas que ma mère s'est dit je m'en fous. Je pense juste qu'elle a pas
On s'est dit que c'était foulé, j'ai dit que j'étais correct. Tu sais, j'ai dit je vais mettre de la glace, mais finalement ça n'a pas passé. Puis il a fallu que mon prof fasse comme ben non, ça n'a pas de sens. Puis ma mère m'a amené à l'hôpital quand je lui ai dit, là, tu sais, elle m'a pas dit ben non, ça va passer, elle m'a amené quand j'ai demandé, mais tu sais, c'est ça. Il y a Ça ça, mais fait mal. Ah, ah oui, ça a fait mal. aïe, aïe, aïe. Fait que dans le fond, ils t'ont amené à l'hôpital, puis après ça, ça a passé, puis tout était correct. Il a fallu qu'ils me donnent une date pour me faire opérer, puis tout, là, ils m'ont ouvert le doigt parce que il fallu qu'ils opèrent pour vrai, là. Mais, tu sais, mon doigt, il bouge maintenant, là, je suis quand même chanceuse. Tu sais, il est pas parfait, là, mais je suis chanceuse d'avoir un doigt qui bouge, là. Il me l'a dit, le médecin, il a dit si t'avais attendu plus, on aurait peut-être pas pu le ramener autant, là. Puis ton deuxième placement, ben ton deuxième, excuse-moi, ton troisième placement, ça Ouais. s'est fait dans quel contexte? Mais je connais beaucoup avec ma mère. Tu sais, j'étais rendue à un moment, là, mettons, pour mettre en contexte, quand j'ai été placée avec ma soeur, là, vers 7 ans, on disait que j'étais un enfant inhibé, mais quand on parlait contre ma mère, je la défendais bord en bord. Là, je parlais, mettons. Tu sais, là, je défendais ma mère, puis il fallait pas qu'on parle contre elle. Puis ça a l'air que j'avais bien gros de l'opposition envers ma mère. Puis ça, tu sais, mettons, je me vois adolescente, puis je le crois, là, que je m'opposais aux consignes. Puis à ce qu'elle me disait, mais ça s'explique par d'autres choses aussi, là. Je pense pas que j'étais complètement folle de m'opposer comme je le faisais, mettons. Mais vers 14-15 ans, je sais pas. Si-tu quelqu'un à l'école qui a fait un signalement, si-tu un coach, parce que j'étais dans toutes les équipes de sport depuis toujours. Tu sais, je sais pas comment ça s'est passé que la DPJ est rentrée là. Parce que ma soeur était placée en même temps que moi. C'était-tu un signalement pour ma soeur, mais ils se sont rendus compte que c'était conflictuel de mon côté aussi? Peut-être, mais en même temps, je me rappelle pas d'avoir parlé à une intervenante. Je me rappelle que c'est ma mère qui était allée nous porter à la famille d'accueil, mettons. Puis je pense que c'était volontaire du côté de ma mère aussi. Tu sais, elle s'opposait pas là, à ce qu'on y aille puis tout. Mais c'est ça, c'est flou un peu là, le contexte, là. Mais ma soeur, elle avait beaucoup plus de, tu sais, de comportements externalisés que moi, là. Tu sais, elle a eu des signalements de l'école, des choses comme ça. Puis, par exemple, pour quel genre de motif tu pouvais t'opposer à ta mère? Ben, je vais donner un exemple très simple qui était assez courant. Mettons, je suis au cégep, j'ai 17 ans, mettons. Ça fait une semaine que j'ai pas mangé à la maison, je viens juste dormir, tu sais, puis ma chambre, moi, est rangée, là. C'est l'endroit le plus propre de la maison, là, pour donner un exemple. J'ai ma propre vadrouille dans ma chambre, que je me suis achetée parce que... Puis, j'arrive un vendredi soir après une pratique de rugby, il est rendu 11 heures. Elle me dit, ouais, fait que tu feras la vaisselle. Moi qui dis, ben non, je ferai pas la vaisselle, là. J'ai même pas salé un verre d'eau, là. Tu sais, je ferai pas la vaisselle. Puis, tu sais, là, ça escalade en, ben là, tu t'opposes, faut que tu fasses ta part ici. Mais, tu sais, c'est ça, c'est pour des affaires de même qui me faisaient vraiment pas de sens, tu sais. C'était des choses qui étaient pas cohérentes, que j'étais comme, ben non, tu sais, c'est juste qu'au lieu de quand que j'étais plus jeune, puis disais un peu plus oui, tu sais, là, je disais vraiment non, puis je le faisais pas. Fait que ça menait à des conflits, tu sais, mais c'est ça. Ou elle voulait m'empêcher de sortir pour absolument aucune raison. Elle avait juste besoin que je garde pour qu'elle puisse sortir. Ben, je sortais pareil, puis là, elle était fâchée, mais tu sais, c'est pas mon enfant, là. Tu sais, c'est ça. C'était un peu... C'est que je le savais qu'est-ce qui était pas normal, puis j'étais comme, ben, je vais pas comme me laisser faire, comme. Oui, je comprends. Puis, tu sais, il y a beaucoup de parents. Tu sais, même moi, je pense que ma grand-mère, elle avait un commerce, puis elle faisait ça avec ses enfants, là. Tu sais, dans le temps, c'était courant, là, des enfants qui travaillaient pour le commerce, qui rangeaient la maison. Puis, tu sais, mais c'était quasiment comme une forme d'esclavage un peu, là, dans le sens que Ouais. je suis parent, j'ai le dernier mot, ça me tente pas de faire ça, j'ai décidé que c'était toi qui le faisais, point barre. Pas d'explication, pas de... Parce que justement, s'il s'expliquait, on aurait encore plus Ouais. répliqué, tu sais. Mais il y a beaucoup de parents qui ont ce genre de mentalité-là qui, tu sais, quand tu es adolescent puis que tu conçois que c'est pas ta responsabilité, puis tu sais, je veux dire, tu vas Mhm. avoir une maison, tu vas avoir des enfants, tu veux que tout soit rangé, ben c'est toi qui as décidé ces affaires-là, là. Moi, je suis Mhm. juste l'enfant qui vient d'arriver, qui vit dans ce que tu m'imposes, là. Donc, j'ai pas nécessairement à faire les corvées que tu m'imposes pour tes choix, Ouais. tu sais, c'est un peu Ouais, ça, c'était ça. l'accroche. Ouais. Ouais, puis j'avais vraiment conscience. Tu sais, ce que j'ai disais, c'était vrai, là. J'ai disais, tu sais, je n'ai pas salé un verre de la semaine. J'ai pas été là. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai étudié, je me suis couchée, je me suis relevée.
Puis je me suis même pas pris un café ici, je l'ai pris au cégep. Tu sais, c'est ça, c'est concrètement ce que je disais, c'était vrai. Fait qu'elle avait aucun levier à part être fâchée. Fait que j'ai l'impression que ça a été ça le contexte au début, pourquoi tu sais, j'ai été placée moi aussi, c'est que c'était conflictuel avec ma mère, là, bord en bord. Moi aussi, là, j'ai fait des affaires que, tu sais, c'était pas correct. Mais en même temps, c'était moi l'enfant. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était positif que je sois. Je me rappelle même qu'à ce placement-là, j'avais demandé d'aller passer la fin de semaine chez une de mes amies avant d'être placée le lundi, là. Mon placement, mettons, il allait me porter. Je sais plus si c'était le lundi, là, mais en tout cas au début de la semaine. Mais j'avais demandé d'aller passer la fin de semaine complète chez une de mes amies, là. Puis ma mère, elle voulait pas que j'y aille. Puis les parents de mes amis s'étaient baqués avec une travailleuse sociale qu'ils connaissaient, vu que j'allais être placée, mettons, que si ma mère, elle voulait venir me chercher, je pouvais rester là quand même, mettons. Tu sais, ça allait loin, là. Les parents de mes amis, ils savaient tout. Puis tu sais, puis on dirait que quand je suis revenue chez ma mère après, je comprenais pas pourquoi je revenais. J'ai suivi, mais j'étais comme, on dirait, j'aurais été mieux de rester à l'autre place, mettons. OK. Fait que t'es resté, de ce que tu disais tantôt, à peu près 2 semaines, Ouais. puis ils t'ont renvoyé chez ta mère par la suite. C'est-tu parce qu'ils avaient évalué que finalement c'était pas nécessaire puis t'étais pas un enfant à trouble de comportement? Je sais pas pourquoi ils m'ont renvoyé. Mais je sais que ma sœur était placée à la même place que moi, là, dans cette famille d'accueil-là. Par contre, c'était grand, là, c'était comme une ancienne auberge où que, nous, les voyageurs, ils venaient louer une chambre ou avec cuisine commune puis tout. Fait que là, il avait fait comme le bas, c'était les enfants, puis le haut, c'était les adolescents. Puis je pense que ma sœur, ça allait moins bien, mais c'était bizarre, là. Mettons, j'ai pas vu ma sœur des 2 semaines que j'étais là. À part genre la croiser parce qu'elle jouait dehors quand je revenais de l'école, là. C'était spécial, là. Mettons le contexte, comment que c'était, là. Je trouve pas ça normal de comme pas voir ma sœur. Genre, il avait séparé complètement les routines. Mais genre, le but qu'on soit dans la même famille d'accueil, c'est qu'on se voit, mettons, là. Tu sais, c'est ça le contexte. Fait que ma sœur était vraiment pas bien, là. Ça, je me rappelle. Vous étiez combien là-bas? On était beaucoup. Je pense qu'on était 3 ados filles qui avaient leur chambre en haut. Puis les enfants, ils devaient être au moins 4-5. Là, on était beaucoup. Il y avait les 2 parents, mettons, d'accueil, mais il y avait leur fille qui était adulte qui venait donner un coup de main aussi dans les routines. Des fois, là, tu sais, je les avais vus quelques fois. Fait que c'est ça. On était beaucoup quand même là, à cette place-là. Fait que Ça là, avait. comme tu Ouais. dis, c'est un placement qui était volontaire. Fait que ça serait Ouais. un placement en L4S où on fait même pas l'évaluation de la Ouais. compromission, en fait. À ce moment-là, d'après moi, c'était ça parce qu'on n'est vraiment pas resté longtemps. Puis ça expliquerait pourquoi j'aurais pas parlé à aucune intervenante, mettons, à ce moment-là. Mais il y a beaucoup plus de placements en L4S qu'on le pense. En tout Ouais. cas, je crois. Moi, Ouais. tu sais, j'ai été placée en L4S aussi un bon bout de temps. Et quand j'ai fait mes stages à l'interne, j'avais beaucoup de jeunes qui étaient placés sur L4S aussi. Mhm. Toi, maintenant, tu travailles aussi en centre jeunesse. Tu dois en avoir aussi qui sont placés sur placement volontaire. Donc, tu sais, je pense que en tout cas, il faudrait qu'on creuse davantage la question parce que dans le bilan même de la DPJ, c'est Ouais. pas clair le nombre de placements volontaires. Fait Non. que Ben, ils parlent pas vraiment de la L4S dans le bilan, là. non. Ils parlent de la LPJ et la JPA, mais L4S, ils font pas vraiment mention de tout ça. C'est moi, mais non. C'est pas clair le rôle que ça joue au niveau de la protection de la jeunesse, là. Puis souvent, c'est Mais qu'il y a des jeunes qui sont rentrés en L4S qui après ça s'en vont en ouais, LPJ comme moi, tu sais. ouais, Certains vont aller jusqu'à la LSJPA aussi, là. Fait que, tu ouais, sais. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à comprendre puis à mieux savoir, mais tu sais, au moins, toi, tu as eu accès au dossier de ta sœur. T'as ouais, pu savoir un peu plus d'informations sur ton dossier parce que ouais. toi, tu n'avais pas fait cette demande-là, puis maintenant, il n'y Non, a plus. non, il n'existe plus. En fait, quand j'ai su qu'on pouvait faire la demande, en fait, ben, c'est pas une travailleuse sociale. Sa personne autorisée, il avait dit qu'elle pouvait le demander, puis elle, c'était avant que la loi change, là, puis qu'il y ait plus de temps pour l'avoir, mais tu sais, elle y avait dit comme, je pense, 1 an avant qu'elle ait 18 ans pour que, tu sais, si elle voulait l'avoir, qu'elle fasse la demande, là, à cause des délais. Non, même c'est plus long avant. Je pense qu'elle avait 16 ans quand elle y a dit, là. Tu sais, c'est assez bien fait, là, quand même, là, pour ça. Puis, en même temps, j'avais demandé si elle pouvait demander pour le mien, tu sais, tant qu'elle en sortir un. Mais le mien, il avait déjà été effacé, là, quand avait fait les demandes. Mais, tu sais, dans le dossier de ma sœur, j'étais là quand même jusqu'à ses
11 ans, à peu près. Ouais, 11 ans, parce que j'ai 18 ans quand elle avait 11 ans. Fait que j'ai quand même une partie de mes placements à moi, là. Puis j'ai su que j'avais été placée parce que dans l'ordonnance où on a été placés les deux ensemble, ça disait que j'avais déjà été placée à 1 ou 2 mois là, dans l'historique là, qui était présenté au juge, mettons. Fait que là, suite à ce placement-là, très court, très bref, on t'a retourné chez ta mère. Puis là, comment ça s'est passé? J'imagine que, c'est vu que tu n'étais pas super contente d'y retourner, la confrontation a dû continuer, puis l'évitement. Ben, je me rappelle, là, dans cette famille d'accueil-là, par exemple, là, il est arrivé une situation, là, les deux autres adolescentes qui avaient volé de l'argent à la famille d'accueil. Mais moi, j'étais dans la même chambre qu'une des deux, là. Ils avaient volé de l'argent avant que j'arrive. Mais j'ai l'impression que cette situation-là a fait que peut-être je suis retournée moi aussi plus vite chez ma mère en même temps que ma sœur. Tu sais, peut-être que je serais restée un peu puis ma sœur serait retournée si ça s'était pas passé, mais tu sais, on m'a jamais vraiment tout expliqué. Mais moi, il est arrivé cette situation-là, puis là, les deux filles, ils disaient que c'était moi qui avais volé. Puis là, moi, je vole pas dans la vie, là. Genre, j'ai volé des bonbons une fois dans un dépanneur, là, puis je vais me rappeler toute ma vie du gérant qui me suivait jusqu'à chez nous, là. Genre, c'est ça. Tu sais, genre, mettons, j'aurais jamais fait ça. C'est voler de l'argent, mettons, dans la sacoche de la madame, là, mettons. Puis, je me rappelle, j'y avais dit, là, je pleurais sur le divan, puis j'avais dit, renvoie-moi chez ma grand-mère, au pire, là. Je veux pas y aller, mais j'aime mieux y aller que... Parce que là, il me parlait de centre jeunesse, puis tout, là. Hey, moi, là, j'étais pas là pantoute, là. J'étais pas une jeune en problème de comportement, là. J'avais pas d'affaire à m'en aller au centre jeunesse, là. En tout cas, finalement, elle m'a cru, là, fait que ça a été correct, mais je pense que cet événement-là, ça l'avait comme amené à ce que peut-être je sois ramenée plus vite parce que c'est rendu là, c'était plus dommageable que je me fasse embarquer dans des situations de même que je sois chez ma mère, mettons, là. Je réagissais plus quasiment que quand j'étais chez ma mère, là, fait que... Tu sais, mais quand je suis retournée, je jouais au basket, au foot, je faisais de la danse, tu sais, j'avais mes cours de danse le vendredi soir, mes pratiques de foot, c'était 3 fois semaine, lundi, mercredi, vendredi. Je pratiquais au basket le mardi, jeudi. Fait que tu sais, j'étais pas chez nous, là. Fait que j'allais à l'école, je restais à l'école jusqu'à mes pratiques, je faisais mes pratiques, je revenais chez nous, je soupais, je faisais mes trucs dans ma chambre, puis je me couchais, là. Fait que tu sais, j'étais pas trop en contact avec ma mère nécessairement. En tout cas, le moins possible, j'étais chez nous, le mieux j'étais. Je me rappelle pas qu'il y ait quelque chose de particulier quand je suis rentrée chez ma mère, mettons. Tu sais, je me rappelle T'es-tu juste qu'on est retourné. t'es-tu partie en appartement jeune? Pas spécialement. J'avais 18 ans ben en fait, j'avais besoin d'avoir 18 ans pour signer un bail, là. Fait que j'avais 18 ans. Mais dans mes 17 ans, j'ai fait des in and out chez une de mes amies qui restait à Trois-Rivières en appartement, là, tu sais. Fait que à partir de 17 ans, j'avais un sac. Tu sais, mon linge était déjà tout dans des sacs. J'avais mon sac de sport de mes trucs comme que j'ai besoin de tout le temps. Puis dans mon auto, il y avait tous mes trucs d'école. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps prête à m'en aller s'il y avait de quoi qui arrivait. Puis j'allais passer une couple de jours, une couple de semaines. Puis à la fin, c'était une couple de mois jusqu'à temps que ça soit fini. Puis jusqu'à temps que je parte en appart, je restais là, mettons. Fait que Puis, c'est ça. qu'est-ce qui t'a amené à étudier en psychologie ou t'orienter vers la psychologie? Ça a-tu été un choix facile? Moi, j'avais un gros problème là, au secondaire. Ben, tu sais, j'avais des bonnes notes, fait que je pouvais comme envisager de m'en aller dans un peu ce que je voulais. Puis là, j'étais allée voir la conseillère en orientation. Puis là, mon plan, moi, j'aimais gros le sport, c'était d'être... je voulais être thérapeute pour les Alouettes de Montréal. Fait que là, moi, je m'en allais en médecine sportive à McGill, puis c'était à Concordia qui se donnait, ouais, c'était à Concordia. Puis là, c'était ça mon plan d'avenir. Mais là, à un moment donné, j'étais genre, ça me tente-tu vraiment d'aller étudier en médecine, mettons? Je veux-tu aller étudier en médecine parce que je veux être médecin ou juste parce que c'est hot d'être médecin, mettons? C'est un peu ça, là, j'étais rendue, là. Fait que j'avais comme mis ça de côté, mais j'étais quand même allée en sciences lettres et arts au cégep, là. C'est comme le gros programme. C'était un DEC intégré que ça s'appelait avant, là. Tu sais, j'avais mes cours de sciences humaines, sciences nat, histoire, arts, j'avais tout là-dedans, là. Fait que j'avais 0 cours optionnel, juste des cours enrichis. Fait que c'est là que ça me prenait comme, tu sais, j'avais besoin de 80 en français, 75 en chimie physique, maths fort, de 5 pour rentrer. Fait que j'étais allée là, mais là, ça a été pire parce que je touchais à tout puis j'aimais tout.
Mais c'est là que j'ai touché un peu plus à psycho, mettons. Tu sais, j'ai eu un cours de psycho, un cours de socio, tu sais, les cours de philo aussi, tu sais, la réflexion, réfléchir à d'autres questions que juste 1+1 = 2, mettons. Mais j'étais vraiment bonne en sciences pures. Tu sais, moi, chimie, physique, les maths, là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment des bonnes notes, là. C'était, tu sais, ça, fait qu'on dirait que dans ma tête, ça a toujours été clair. J'irais dans un programme où j'aurais besoin de mes maths, ma chimie, ma physique, là. Tu sais, j'allais aller en sciences pures, moi, dans la vie. Puis finalement, j'ai rencontré encore une fois une conseillère d'orientation. Puis là, j'hésitais entre... j'avais lu tous les cahiers des programmes qui existaient dans toutes les universités au Québec. J'avais surligné ceux qui m'intéressaient. On avait fait le tour, là. Tu sais, j'étais préparée à faire un choix, là. Puis il me restait chimie criminalistique qui s'appelle sciences forensiques à cette heure, là, CSI, qui se donnait à Trois-Rivières, puis psycho. Mais là, moi, mettons, bien allumé de sciences forensiques, c'est malade, je vais aller sur des scènes de crime, je vais présenter des rapports au tribunal, je vais être un expert, blablabla. Je trouvais ça vraiment hot, puis en plus, c'est de la chimie, c'est des maths, il y a de la physique aussi, fait que là, finalement, je décide de m'inscrire là-dedans. Puis ça l'a été parce que j'ai fait 2 commotions cérébrales avant de commencer l'université. Ça m'a pris 1 an et demi à réaliser que dans le fond, j'aimais pas ça, ce que je faisais. Que de passer ma vie dans un laboratoire, ça m'intéressait pas. Puis que finalement, ce qui m'intéressait du travail, c'était à peu près 5% de ce que j'allais faire dans mon métier. Fait que, dans le fond, c'était pas intéressant tout pour moi ce que j'allais faire, tu sais. J'aimais bien ça écouter des émissions, mais de concrètement passer ma vie dans un labo, pas tant. Fait que là, j'avais décidé de switcher à psycho. Puis c'était aussi dans le moment où c'était plus dur, mettons, pour ma sœur, tu sais, là, son placement. Puis, tu sais, elle avait besoin de plus de soutien. Puis là, je me rendais compte que, tu sais, j'avais un poste aussi d'assistante gérante où je travaillais. Puis le relationnel, j'étais bonne. Tu sais, on dirait que les gens, ils se confiaient facilement à moi, même si c'était la première fois qu'on se rencontrait. Fait qu'on dirait que ça m'avait comme dit, ah ben, dans le fond, c'était peut-être ça que j'aurais dû choisir. Puis finalement, ben, c'était ça que j'aurais dû choisir, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu un concours de circonstances. Ça m'a pris du temps de me rendre compte que dans le fond, j'étais bonne dans une affaire, puis que s'il y avait pas juste les maths, tu sais. Pour le reste, comment t'envisages ça, t'en aller au doctorat, puis parce que ça a l'air très rough. Mais moi, mettons, faire le doctorat, c'est pas ça qui me stresse. C'est rentrer. Moi, une fois que je vais être dans le doctorat, ma vie, elle va être correcte. Genre, ça va être placé, ça va être fait, je suis rentrée, ça va bien aller. Mais c'est de rentrer, mettons. Moi, j'ai bien de la misère avec... parce que, tu sais, là, il faut que tu ailles des recommandations, faut que tu ailles tant d'heures de recherche, tant d'heures de relations d'aide, faut que tu aies de l'implication bénévole, que tu ailles publié, que tu aies une cote de fou. Moi, ce qui me stresse le plus en ce moment, c'est que j'ai pas de publication. Ma cote est bas, mais mettons, je suis comme ça limite d'avoir tous mes points, mettons, à l'université où je vais appliquer, à l'UQTR. Puis ça me frustre, mettons, le processus d'admission parce que c'est encore l'affaire des notes, mettons. Genre, moi, je le sais que je vais être une bonne psy, fait que ça me dérange, genre. Un beau système de méritocratie. Ouais. Est-ce que tu mérites ta place, tu sais? Oh là Ouais, là. puis de têter des profs, puis de dire à quel point t'es aimes, puis à quel point qu'ils devraient te prendre comme assistante de recherche pour faire de la transcription de verbatim ou de la saisie de données pendant des heures et des heures. Tu sais, on dirait que j'ai de la misère avec ça. Tu sais, moi, je fais pas partie d'aucun labo à l'université, puis ceux qui rentrent font toutes partie d'un labo. Puis tu sais, c'est des trucs de même qu'on dirait que je suis comme dans le chevauchement entre transgresser mes valeurs ou, je sais pas comment le dire poliment, mais comme être têteuse, on va le dire de même. Ouais, c'est ça, Être des choses têteuse. de Ouais, ben c'est ça le mot que j'avais dans la tête. Puis je suis comme, j'ai de la misère avec ça parce que, puis aussi de me dire, je vais-tu vraiment, mettons, je travaille quasiment à temps plein pendant l'école, je vais couper des heures au centre jeunesse quand on est dans besoin fois 1000 pour avoir 0.5 de code de plus. Puis, tu sais, il y a quelque chose de complètement incohérent avec le système. Tu sais, moi, personnellement, de mon point de vue, je comprends pas qu'on ait mis obligatoire le doctorat pour devenir clinicienne, psychologue. Parce que là, en plus, on se retrouve avec une pénurie dans le réseau de psychologues. Fait que, tu sais, je veux dire,
C'est-tu une gang qui ont une corporation qui veulent s'enrichir sur le dos du monde? Ou il y a vraiment un réel besoin à avoir un doctorat pour exercer la profession de psychologue? Parce que moi, je m'excuse, là, mais j'ai fait affaire juste avec des psychologues qui avaient des maîtrises et ça s'est très bien passé. J'ai pas compris cette nouvelle exigence-là qui est imposée aux futurs psychologues. Mais je pense que de la manière que je l'avais compris, c'était au niveau de comme la formation du bac, là, est beaucoup axée théorique, 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 on n'a pas de stage. Puis c'est correct quand même qu'il y ait autant de théorie parce qu'il y a tellement de théorie à savoir quand même, là. Mettons que je skipperais de la théorie, j'aurais quand même de la misère à faire les liens. Mais là, moi, c'est parce que je fais de l'intervention, fait que je suis capable de faire le lien avec le terrain aussi. Tu sais, ce lien-là, je le fais ailleurs. Tu sais, je pense que c'est difficile dans un bac de me couper de la théorie pour que tu l'appliques en pratique s'il te manque des bouts parce qu'on condense plus la théorie. Tu sais, c'est cette partie-là que j'ai de la misère à me dire, on va venir couper de la théorie pour te donner du pratique. Après ça, tu vas appliquer du pratique, mais il va te manquer des éléments. Fait que le doctorat, c'est pour venir appliquer ces notions-là. Puis moi, le contexte qu'ils s'apprennent un doctorat, c'est pas ça qui me dérange. C'est le contingentement qu'ils mettent pour rentrer au doctorat. Que ça prenne un doctorat puis que ça me prenne 4 ans de devenir psychologue, c'est correct. Ça me dérange pas. C'est vraiment, moi, en tout cas, dans mon sens à moi, c'est correct que ça soit long le processus parce que moi, je considère que, tu sais, être psychologue, là, tu peux fucker quelqu'un, là. Tu sais, t'as besoin d'acquérir des compétences, t'as besoin de faire de la pratique, puis la majorité du doctorat, c'est de l'internat, des stages, puis de rédiger ton essai, mettons, là. Mais la maîtrise, il n'y en a pas de pratique. Il y en a, mais la maîtrise, c'est 2 ans. Au doctorat, on a quand même des cours. Tu sais, la première année, c'est que des cours. La première session, en tout cas, la deuxième session, je pense que tu commences à avoir un peu de stage ou au moins des séminaires, mettons, pour, tu sais, tu discutes un peu plus en sous-groupe. Mais on dirait que moi, je trouve ça important. Tu sais, l'internat, c'est 1 an. Tu as des stages avant ça. Tu sais, d'aller dans un milieu, baigner dans un milieu, d'être supervisé, moi, je trouve ça important. Puis moi, je trouve ça rassurant quasiment d'avoir un internat d'1 an, là. Mon psychologue que je vois, c'était un interne quand j'ai commencé à le voir, puis il allait graduer, là, il avait pas encore sa licence, puis tu sais, il est en train de me suivre, mais il y a quand même quelqu'un à qui se révérer constamment, puis la responsabilité de se planter ne lui revient pas à 100%. Parce qu'il est encore en apprentissage. Tu sais, cette partie-là aussi, je la trouve importante de se dire, on va faire un métier qui demande vraiment des connaissances pointues puis des habiletés précises, mais il faut qu'on te laisse le temps d'essayer. Pas qu'on te pitche dans le bassin d'être psychologue puis d'essayer sur du monde sans nécessairement avoir un feedback, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est vraiment au niveau des critères d'admission qui devraient assouplir ou nous permettre d'acquérir des compétences avec notre bac. Mais c'est vrai que s'il y a moins de supervision, puis si tu n'as pas le mentorat auquel tu as accès avec un doctorat, c'est sûr que c'est vraiment des gros avantages. Mais tu sais, comme tu as dit tantôt, c'est le contingentement, le problème. Tu sais, les besoins dans le réseau sont criants. Puis je pense que ça va juste finir par nuire en bout de ligne, là, le fait de rendre ça aussi inaccessible, là. Ouais. Mais en ce moment, il y a des changements qui vont s'en venir là, par rapport au doctorat, de ce que j'ai compris. Là, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont mobilisés, puis même des profs aussi là, dans les universités. Ils veulent essayer d'assouplir. Tu sais, là, ils ont développé des bourses pour les doctorants qui vont aller faire leur internat, leur stage dans le milieu public. Mais encore là, je pense que c'est 25 000 par année. Oui, 25 000, c'est bien, mais 25 000 pour vivre pendant 1 an, c'est pas tant que ça. Quand il faut que tu payes tes frais de scolarité, tu payes quand même tes frais de scolarité quand tu es au doctorat, là. Fait que c'est pas tant que ça pour devoir te libérer temps plein. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est plein de petites lacunes comme ça, mais c'est comme ça dans tous les programmes du gouvernement, là. Tu sais, oui, c'est bien, merci, mais ça prend plus, tu sais. C'est ça, c'est un peu ça, tu sais, ils vont essayer de pallier, de changer des choses, mais ça va être long avant que ça change, tu sais, concrètement, là. En même temps, on parle de contingentement, mais c'est dans les universités, c'est le nombre de profs qui sont disponibles aux apprentissages, puis les locaux aussi. Tu sais, moi, je le sais, là, on nous entend ça dans des locaux, que c'était pas agréable d'étudier là-dedans, puis c'était pas entretenu non plus, là. Fait que, tu sais, tout ça vient jouer aussi sur la performance qu'on peut avoir quand on est étudiant, mais aussi sur la qualité de l'enseignement qu'on va recevoir. Puis
les profs, de plus en plus, il y a eu des grèves et tout, là, tu sais, ils demandent des conditions plus humaines, eux autres, avec, qui fait que je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais il y a eu comme eu une vague. Même psychoéducation, c'était rendu la maîtrise. Avant, c'était juste le bac. Fait qu'il y a comme eu des vagues où on demandait des formations allongées. Peut-être qu'il va y avoir une vague on va revoir si c'était vraiment la bonne idée de faire ça parce qu'effectivement, on en demande puis il en manque partout. Ouais. Puis toi, tu sais, on dit souvent que les psychologues se retrouvent au privé. Est-ce que toi, tu as le goût de continuer de travailler au public? Parce que là, tu travailles pas comme psychologue, mais tu travailles au public présentement. Tu connais les conditions et tout. C'est quoi ton point de vue sur ça? Mais moi, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai comme je fais partie d'un programme avec mon CIUS, là, qu'il paye une partie de mes frais de scolarité, mais je dois être à l'embauche du CIUS 2 ans après, mettons, le dernier paiement qu'ils me font. C'est quand même, c'est hot, je trouve qu'il y a ça, là. Tu sais, quand tu travailles quand tu étudies dans santé services sociaux, là, puis que ça fait du sens avec ce que tu fais en ce moment, puis ce que tu veux faire, tu sais, ton projet d'études, ils peuvent te rentrer dans le programme. Fait que moi, mon plan à la base, c'était de rester là 2 ans. Mais là, après ça, parce que moi, j'aimerais vraiment ça ouvrir une clinique privée. Mais tu sais, comme une clinique multi, puis que ça soit comme pas juste des psychologues, là, tu sais, qu'il y ait des travailleurs sociaux, des ergos, des nutris, tu sais, tout, là. Vraiment quelque chose de complet pour répondre aux besoins des familles. Mais j'ai pas le goût d'arrêter de travailler en centre jeunesse. Fait que moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer mon 2 ans de faire temps partiel psychologue. Tu sais, je ferai comme 2 temps partiels. J'ai pas le goût de m'en aller complètement, mais j'ai pas le goût de m'empêcher de vivre la. C'est pas tant. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a un peu de salaire à cause des conditions de travail du public, mais c'est plus que j'ai envie de m'ouvrir une clinique. Tu sais, j'ai envie d'être entrepreneur aussi. Tu sais, j'ai envie de ça. Fait qu'on dirait que je veux faire la balance entre les deux, de travailler temps partiel en centre jeunesse comme psychologue, puis travailler à temps partiel comme psychologue au privé, mettons, là. Puis comment tu trouves ça, sinon, travailler en centre jeunesse? Ben moi, j'aime vraiment ça. Je vis des frustrations des fois, là, c'est au niveau des pratiques qui sont peut-être pas toujours adaptées. Puis tu sais, la plus grande frustration que j'ai, je pense, c'est que c'est même pas de la faute de mes collègues, si c'est le même. Tu sais, c'est pas mes. Tu sais, mettons, mes collègues, là, sont bienveillants. Ils veulent le bien des jeunes. Tu sais, quand il y a une mauvaise pratique, c'est pas, ah, je veux faire du mal ou je souhaite ne pas faire la bonne chose, là. Tu sais, c'est qu'on manque de ressources, tout simplement. Puis c'est même nos chefs de service, des fois, sont juste comme, ben, il manque des éducateurs dans mes 3 unités en ce moment. Je sais pas comment je pourrais t'accorder d'avoir un congé parce que je sais pas, ton chien est décédé, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, ça aussi, c'est inhumain de pas permettre un congé pour une raison tu sais, qui vient affecter directement la personne, mais en même temps, c'est-tu plus inhumain que dans bris de service puis pas répondre aux besoins des jeunes de qui on est censé s'occuper? Tu sais, c'est comme toujours ça, la balance, des fois, que je trouve difficile ou, tu sais, là, moi, quand on me dit souvent la pression de service, là, ah, ça, je suis tannée d'entendre ça. On explique des fois mettons qu'on, tu sais, tourne les coins ronds par la pression de service. On va sortir le jeune plus vite pour pouvoir en rentrer un autre, mais peut-être que le jeune en aurait eu besoin de l'accompagnement de 2 semaines, là. C'est des choses comme ça, ou les délais pour avoir une personne autorisée. Tu sais, c'est pas de la faute de la personne autorisée ou du chef nécessairement. Je comprends qu'ils ont déjà un caseload de 30 jeunes, là. C'est pas, je veux pas taper sa tête à personne, mais mon jeune, il y en a pas de personne autorisée, puis si j'ai pas de personne autorisée, il y en a pas de décision qui se prennent. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là de prendre la décision. Je suis éducatrice en centre jeunesse, là. Je suis pas une personne autorisée par le DPJ, là. Fait que c'est ça que des fois je trouve frustrant parce que tu sais, on veut tellement, mais on est limité, puis on est limité partout. La personne autorisée n'est pas dans le centre jeunesse à faire les interventions puis à appliquer directement le plan d'intervention auprès du jeune. Tu sais, fait que je trouve qu'on est comme quand même éparpillé puis pas assez unis, mettons. Je sais pas si c'est le bon mot, mais Ben, l'impression que tu me donnes, là, c'est qu'il y a trop de compartimentation. Il y a, tu ouais. sais, au lieu qu'un intervenant ait plusieurs rôles, ben là, c'est toutes des personnes qui accomplissent chaque rôle. Ouais. Puis, tu sais, il y avait déjà une émission de radio que j'ai écoutée qui donnait juste l'exemple de comment la construction fonctionne en Ontario versus au Québec, tu sais.
en Ontario, pour construire une bâtisse, tu embauches 2, 3 personnes, puis ils font toute la job. Mais quand tu es au Québec, il faut que tu embauches électricien, fer blanc. Tu as une énumération, là, une liste à n'en plus finir de personnes qui viennent travailler pour bâtir la même maudite patente. Fait que c'est un peu ça, j'ai l'impression, qui est comme, en tout cas, qui fait partie de ce que tu exprimes. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on sorte un petit peu de se dire, oui, OK, peut-être je vais me faire taper ses doigts. Peut-être que c'est pas optimal. Mais au pire, on va se servir de la situation pour comme que la prochaine fois, on soit capable de s'ajuster. Tu sais, pourquoi la personne à l'éval, elle peut pas juste rester en attendant, juste m'autoriser ça? Je vais pas l'appeler tous les semaines, là. Je veux juste faire autoriser des changements dans le calendrier qu'elle a fait, tu sais. On dirait que des fois, je me dis, j'ai pas besoin de te parler à toutes les semaines. Là. Je suis capable de m'occuper du suivi avec les parents, c'est correct. Mais juste pour les choses que j'ai besoin d'une personne qui a le droit de le faire, tu sais, c'est ça. C'est des petites choses comme ça. Mais tu vois, pour moi, là, le fait, tu sais, quand on parlait tantôt là, de rajouter une couche d'exigence là, pour atteindre avoir ton doctorat pour être psychologue, tu sais, pour moi, là, ça, c'est le symptôme d'un système qui a pas confiance en son monde, qui ont besoin de rajouter couche par-dessus couche, par-dessus couche, par-dessus couche. Puis, tu sais, juste tantôt, tu l'as exprimé, que même si tu n'aurais pas eu besoin d'aller au doctorat, tu aurais voulu aller gagner de l'expérience terrain. Tu sais, c'est comme, on dépend pas tout le temps de la machine pour satisfaire nécessairement aux bonnes pratiques, aux exigences du système. C'est un peu ça, moi, qui me dérange dans ce « on rajoute une couche, on rajoute une couche ». Ce qui est plate, c'est que en ayant cherché mon expérience terrain ailleurs, je me nuis parce que je passe moins de temps à étudier puis je passe moins de temps à avoir des bonnes notes. Parce qu'au lieu, mettons, d'avoir juste des A+, mais j'ai des A- aussi. Mais mes A-, de la manière que ma cote est faite, c'est 3,7, donc ça baisse en bas de 4. On s'entend-tu qu'à moins, c'est ça, c'est autour de 4 et plus. Fait que moi, je me nuis en allant chercher de l'expérience terrain qui est clairement pertinente. J'ai vraiment développé ma réflexion clinique. Je sais quand que je prends des décisions, je suis capable de prendre plein de choses. Tu sais, je suis capable d'expliquer concrètement ce que j'ai appris puis ce que je suis capable de mettre en application puis pourquoi je pense que je serais une bonne psy, mettons. Mais j'ai pas la cote minimale. Fait que peut-être que mon dossier passera pas en entrevue. Fait qu'ils m'entendront pas leur dire ça. Dans le fond, là, ce que tu vis sur le terrain, ça devrait rentrer dans ta note. Ça aussi, ça manque au système. Dans le sens que il devrait donner des petits points bonus à nos notes quand on a de l'expérience terrain, puis qu'on est capable de prouver nos compétences, nos acquis. Ben, mettons, à l'UQTR, ils le font, là, dans leur barème, ils l'ont. Mettons, l'expérience relation d'aide, là, c'est l'expérience terrain. Sauf que, tu sais, je pense que ça vaut pour comme 10 points sur 100. L'entrevue vaut pour 25, mais mes notes valent pour 40. 40. Tu sais, je comprends que c'est important puis qu'on veut pas que n'importe qui devienne psychologue ou qu'accède à la profession, mais crois-moi qu'il finira pas son doctorat s'il est pas capable. Il réussira pas son internat, il réussira pas son stage, puis ça sera, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est la confiance. C'est si je considère que je suis capable, mais que finalement je me plante, je me planterai. Je comprends que ça fait pas des bonnes stats là d'une personne qui a pas réussi son doctorat, mais tu sais, on dirait que je pense que ça va être là, le tri naturel va se faire quand il va être sur le terrain, en train de se faire superviser à son premier stage. Il ne sera pas capable d'intervenir comme il faut. C'est pas si facile que ça, faire de l'intervention, là. Ça s'apprend, oui, mais t'as une base que t'as ou que t'as pas quand même, là. Tu sais, c'est ça. C'est quoi les valeurs qui te guident justement dans tes interventions? Moi, je pense que la première chose, là, c'est l'équité, la justice, là. J'ai besoin que ça soit juste. Puis quand que je sens que c'est pas juste, là, même si c'est moi qui est avantageux, je me sens pas bien, mettons. Mettons, dans mes interventions, là, la cohérence puis la transparence. Ça va avec l'honnêteté, la transparence, là. Genre, moi, je suis capable de dire à un jeune, je te dis non. Pas parce que j'ai nécessairement envie de te dire non, mais pour telle chose qui m'empêche de te dire oui. Puis des fois, c'est des choses qui sont hors de son contrôle, là. Par exemple, en ce moment, le groupe va pas bien. On pourra pas aller à l'extérieur parce que physiquement, c'est pas possible. 2 éducateurs pour 10 jeunes qui vont pas bien en ce moment, puis 3 qui vont bien, qui pourraient, mettons, avoir accès à telle chose. D'aller jouer en temps libre dehors, mettons, là, sur le terrain. Mais là, c'est injuste de dire aux jeunes, on va pas à l'extérieur. Sauf que,
De juste dire non, il va pas, versus y expliquer. C'est plus facile de faire, OK, ouais, je comprends que t'essaierais, mais c'est pas possible, mettons. Puis, tu sais, il y a aussi, je vais te donner un autre exemple. Nous autres, ben, parce que je suis patiente partenaire pour l'Université de Montréal, puis dans un de nos ateliers, on utilise des vignettes cliniques. Puis il y en a une là-dedans où c'est un patient que, mettons, il a été au CLSC, il a été vu par une psychologue, puis elle n'a pas dit le nombre de thérapies qu'elle avait le droit avec lui, parce qu'au CLSC, je pense que c'est 10 séances de thérapie, puis après ça, c'est bye-bye, il faut que tu refasses une demande, OK? Fait que lui, dans sa vignette, il comptait que il l'a pris très personnel parce que la personne n'a pas pris le temps de dire, ben, moi, malheureusement, avec toi, dès le début, dès la première thérapie, on a 10 séances ensemble. Je peux pas t'offrir plus parce que le système ne me le permet pas. Mais ça Donc, va lui, au-delà de la transparence. Ça va dans déontologie aussi, parce que déontologiquement parlant, est obligé de lui nommer ces limites-là. Fait mhm. lui aurait pu faire une plainte à l'ordre. Puis Mettons, là, il ça l'a va pas plus loin. fait, mais il Ouais, y avait déjà des problèmes d'itinérance, des patterns ouais. de toxicomanie. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Il l'a pris personnel, puis il a Mais oui, rejeté. Il s'en allait d'une ouais. belle tangente. Il est en train de comprendre c'était quoi le trouble de personnalité limite, puis paf, il est retombé, il est rechuté à cause de cet accro-là. Mhm. Fait Mais c'est là, à des exemples comme ça, que je trouve ça important, le doctorat. Parce que, mettons, je suis pas encore au doctorat, puis je me fais apprendre plein de choses au niveau déontologique, tu sais, c'est quoi les droits du patient, puis c'est quoi que je dois lui dire, tu sais, au niveau de la confidentialité, jusqu'où je peux aller, c'est quoi mes limites, comment je les nomme, mes limites, puis comment j'y nomme, que des fois, il va falloir que je la dépasse, la confidentialité, parce qu'il y a un enjeu. Parce que, tu sais, si tu manques de formation, c'est des détails comme ça que tu n'auras pas, malheureusement. Puis probablement que la psychologue était pas mal intentionnée de pas lui nommer, là. Tu sais, elle s'est pas dit, ah, j'y dirai pas, puis tant pis pour lui, là. Mais tu sais, tu réfléchis pas à l'impact que ça peut avoir. On vient pas tous de des milieux, justement, où on réfléchit à l'impact autant à l'impact de ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Fait que c'est en se baignant dans le milieu, justement. Puis en voyant, hey, là, tu y as pas dit qu'il y avait 10 séances. Il aurait fallu que tu lui nommes. Fait qu'à la prochaine rencontre, va falloir que tu reviennes là-dessus puis que tu expliques. Tu sais, Mhm. en tout cas, moi, je le vois comme ça dans une supervision, mettons, mais tu sais, c'est là que je trouve ça vraiment important. En effet, exactement. Puis, justement, s'il y avait des choses que tu pouvais changer dans le système, mettons, on essaie de se limiter à trois. Ouais. Tu changerais quoi? Ben, qu'on réapprenne à prendre le temps, là. Tu sais, mettons, là, si mon jeune a besoin d'une demi-heure pour jaser au lieu de 10, je vais-tu lui donner une demi-heure? Ben oui. Puis je vais rentrer 3 notes de moins aujourd'hui dans mon pige, puis ça ira à prochain temps de douche sur mon prochain corps de travail, là. Tu sais, on peut, tu sais, des fois, juste se recentrer, là, prendre le temps d'être plus transparent sur les limites de notre système. Parce que moi, je trouve que ça met beaucoup plus en confiance un intervenant qui est capable de nommer les limites du système qu'un intervenant qui est pas capable de le faire. Aurais-tu un exemple? Ben, mon jeune qui voulait que je fasse modifier son calendrier de sortie, puis que j'avais essayé de parler à la personne de garde, puis que là, tu sais, c'était pas possible, puis j'ai passé 1 heure et demie en rencontre avec ce jeune-là, là, parce qu'il, tu sais, le bouchon était après péter, là, d'être patient, puis de travailler sur lui, puis de faire attention, puis de gérer son impulsivité, là, il commençait à en avoir plein son casque, là, de se gérer. Puis j'ai dit, c'est correct que tu sois fâché, là. Genre, mais en ce moment, je suis vraiment impuissante dans la situation. Je peux vraiment rien faire. Tu sais, j'ai aucun levier en ce moment. Puis j'ai dit, je me fais encore dire que je dois attendre après la personne autorisée. Puis j'ai dit, t'as le droit d'être fâché. Puis non, c'est pas normal qu'on dépasse le délai de 30 jours. Mais tu sais, lui, on est arrivé à 30 quelques jours, fait qu'on était pas si pire. Mais tu sais, du nommer, c'est 30 jours qu'ils ont. Malheureusement, j'ai pas le choix de respecter ce 30 jours-là. En dedans de ces 30 jours-là, on n'en a pas de levier actuellement. Tu sais, d'y expliquer vraiment c'est quoi. Tu sais, OK, après 30 jours, il m'a demandé c'était à quelle date, j'ai compté à partir de telle date, ça va faire 30 jours, le lendemain, tu as un levier. Puis de faire attention aussi, dans la transparence, je trouve que c'est important de pas trop être. Tu sais, il faut être transparent au niveau des limites, mais aussi de je vais-tu y dire nécessairement telle date tu peux remplir une plainte officielle là. Mettons. Tu sais, je pense que comme une balance, autant de pas être trop tac au tac du côté de l'intervenant, mais du côté du levier aussi de l'autre côté. Genre, c'est pas correct,
tes droits sont pas respectés en ce moment-là. Ça, c'est très, très clair. Mais on en discutait à tous les jours, puis on essayait de se trouver des leviers. Tu sais, j'avais fait d'autres démarches quand le délai de 30 jours a été pas respecté. Je suis montée au chef de l'équipe, mettons. Ça s'est réglé à partir de ce moment-là. En tout cas, c'est ça, la transparence, je trouve que ça va d'un deux côtés, de dire c'est quoi les limites, mais c'est quoi les enjeux qui entourent ces limites-là aussi, qu'on soit capable d'être conciliant, pas juste taper sa tête de l'intervenant qui essaye avec ses 30 jeunes de gérer tout en même temps. Tu sais, je pense il y a les deux, parce que des fois, on tape pas sa tête de la bonne personne. Fait que ça fait qu'il y a des personnes, mettons, je sais pas, elle perd son emploi, mais finalement, c'était pas elle le problème, c'est juste qu'elle était limitée des ressources qu'elle avait elle aussi, tu sais. Fait que, en tout cas, je sais pas trop si c'est clair, mais c'est un peu ça que je voulais dire. C'est très clair. C'est l'exemple de, tu sais, on va envoyer un jeune en centre jeunesse parce qu'on n'a pas de famille d'accueil, tu sais. Mais on va pas prendre le temps d'y expliquer qu'on n'a pas de famille d'accueil, on n'a pas de foyer de groupe. Alors, c'est pour ça qu'on doit t'envoyer au centre jeunesse. On l'envoie au centre jeunesse. Non, on parce que va lui c'est la dire seule qu'il y a place. des choses à travailler. On va dire c'est parce qu'il faut que tu travailles sur toi. C'est ça qu'on va lui dire, même si c'est pas ça la réalité. C'est On va plate. même des fois accentuer certains comportements, certaines problématiques pour qu'ils cotent plus haut troubles de comportement, alors que quand on prend le temps de lire vraiment les symptômes d'un trouble de comportement selon la définition pour cocher ça comme motif de compromission, ben c'est quand même assez important comme trouble de comportement, là. C'est pas juste de s'opposer des fois à l'autorité, là. Tu sais, Non, c'est ça. Sinon, moi aussi, j'aurais un trouble de comportement. J'en avais clairement pas, mettons, là. Mais, puis, mettons un troisième, il m'en manque un. Mais je sais pas trop comment le formuler, là, mais je sais qu'on n'a pas le choix en ce moment avec, ben, pas le choix. C'est un grand mot, là, avec la pénurie de personnel, mais je trouve qu'on fait rentrer des gens sous-qualifiés pour le travail qu'ils ont à faire, puis ils manquent de connaissances, malheureusement. Tu sais, quitte à garder ces gens-là, tu vas faire rentrer. Mettons, moi, je suis rentrée après 1 an de bac en psycho, là. On s'entend que pour rentrer en psycho, il faut que tu aies fait un pré-universitaire. Si j'avais pas mon expérience de vie, j'avais rien, là. Tu sais, mettons, je me serais pas sentie à l'aise là, si j'avais pas ce bagage-là. Mais au moins, les former, la formation. C'est ça, la formation des intervenants à l'interne. Tu sais, c'est correct des fois de baisser les standards parce qu'on a besoin de gens, mais offrez-leur du soutien, offrez-leur un suivi, puis des formations concrètes, là. Tu sais, des théories de l'attachement, moi, je l'ai eu de manière très poussée, mais il y en a qui l'ont pas eu, là. C'est ça, ça me fait penser à l'épisode quand on a reçu Nancy Audet. Elle disait qu'anciennement, on prenait le temps d'offrir du mentorat aux nouveaux qui venaient justement faire des interventions dans les centres jeunesse, mais là, c'est plus comme ça parce que tout le monde court après leur temps. Ouais. Là, ils ont essayé de le réimplanter, nous autres, dans notre coin, mais tu sais, je vois pas vraiment les retombées parce que je suis pas mentor, je fais pas de mentorat, puis moi, ben, ma période de probation était terminée, fait que j'ai pas eu besoin d'un mentor, mais je sais qu'il, mettons, moi, actuellement, il essaie de le remettre. en même temps, tu sais, on remarque que les plus anciens, souvent, ont 5 ans et moins d'ancienneté, fait que c'est pas tant ancien. Ouais. Puis ben dans certaines régions, on fait maintenant appel à des agences de placement aussi. Fait qu'il y a du roulement puis à l'eau l'attachement, tu sais. Moi, je sais que j'avais fait psychoède parce que je voulais avoir justement tout le côté plus psychologie avec les théories puis les éléments comme justement l'attachement, les traumas puis tout. Mais tu sais, si tu regardes le background en travail social, quand on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui viennent du travail social, ben ils n'ont pas appris ces notions-là. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire que moi, je pense qu'on devrait toujours travailler en diade aussi, là, travailleurs sociaux, psychoèdes ou psychologues, pour mieux comprendre, tu sais, l'individu dans sa société, tu sais, c'est comme, ça va ensemble. Mais juste en ce moment, mettons, moi, puis je n'avais parlé à mon chef de service que je voyais une grosse différence entre moi qui a fini un bac en psycho, puis mettons quelqu'un qui l'a pas fait. Parce que moi, mettons, j'ai un jeune que c'était trouble de comportement, opposition, prise de contrôle, argumentation, mais dans le fond, c'est juste un anxieux qui est pas capable de pas être en contrôle de son environnement parce que toute sa vie, il a eu besoin d'être en contrôle pour que ça soit stable. Il a eu besoin de poser des questions, il a besoin d'être rassuré. Il est insécure, il est anxieux, il est de même en l'intérieur de lui parce qu'il se sent pas bien.
Fait que quand tu fais juste dire, hey, je peux pas te répondre tout de suite, mais viens me voir à tel moment, on va s'en reparler, puis ça l'apaise, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin que tu lui dises. Ou que tu lui reflètes, là, fais attention, ça fait plusieurs fois que tu me poses la même question, puis que je te l'ai dit que j'avais pas de réponse avant jeudi. Fait que là, tu me mets un peu de pression. Ah, ok, ouais, c'est vrai, je vais faire attention, il arrête. C'est pas va-t'en au retrait, tu me mets de la pression, tu es en prise de contrôle, là, il comprend rien de ce que j'ai dit quand je dis ça. Là. Il essaye, mais c'est plus fort que lui parce qu'il est anxieux. C'était un anxieux. Tu sais, c'est ça que. En tout cas, ce cas-là, j'avais trouvé ça particulier parce que j'étais comme, tu sais, dans le fond, on tapait sur le comportement, mais j'ai pas eu besoin de taper sur le comportement. Là. Moi, son travail et son défi, c'était j'apprends à gérer mon anxiété avant de la faire vivre aux autres, tu sais. C'était juste ça qu'il avait besoin de faire. Là. Puis si Que tu c'est pouvais ça. transmettre un message justement aux jeunes qui sortent du système, jeunes que tu côtoies dans ton quotidien en centre jeunesse, pour bien les préparer à la vie adulte, tu leur dirais quoi? Ben, je leur dirais de se concentrer sur eux autres. Tu sais, des fois, on se sent mal là, de ah, mais si je fais ça, je vais faire de la peine. Ou... Tu sais, concentre-toi sur toi, là. C'est toi qui deviens un adulte. Puis fais ce qui te fait du bien. Ce serait ça. Simple, mais efficace. Ben, un gros merci pour ta participation. C'était Ben, merci super à vous autres. intéressant. Tu as comme un double savoir, tu as comme ton savoir expérientiel de jeune qui a passé par là et ton savoir académique, en plus de ton savoir professionnel. Donc, c'était vraiment intéressant de discuter de tout ça avec toi. Ben, Donc, merci beaucoup. je vais te souhaiter de rentrer au doctorat. Ben, merci. J'espère fort. Va ouvrir ta clinique. On le sait, t'es Oui. tellement tenace qu'on le sait que t'es-tu comme t'es, tu vas arriver à tes fins. Un jour, il va y avoir la clinique. Comment tu vas l'appeler? Je sais pas encore. Ah, OK d'abord. Et ça plane. Ça plane. Ici, ça plane. Non, non, mais je voulais dire l'idée plane. Je pourrais appeler ça plane aussi, mais on se demanderait un peu si c'est une clinique de quoi. Oui, c'est ça. Bon, il y a plein de traitements qui s'en viennent, là. Ouais, Il y a plein c'est de ça. recherches qui se fait. Tu t'intéresses à la recherche, là? Ouais, c'est ça. Blague à part. On va te laisser sur ça. On te souhaite vraiment une belle fin de soirée, puis on te remercie beaucoup de ta prise de parole qui est importante. Fait qu'on espère aussi inspirer d'autres personnes avec ton témoignage. Merci. Merci. Bye. Bye. Bye bye.